Moi, j'ai tout le monde pour le panel de 10 heures. Voilà. Donc, le générique. Bon, on va dire que c'est un générique, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes enregistré là, hein. On y va? Oui. Très bien. Alors, bonjour à toutes et toutes et merci donc de nous rejoindre pour la deuxième journée de ce colloque virtuel consacré à la gestion juridique, on va dire, de la crise sanitaire actuelle. Donc, j'anime cette première partie de matinée sur le thème donc le droit national confronté à la pandémie. Et on va dire, pour les besoins de la cause, on a isolé dans le droit national le droit administratif, donc qui viendra juste après. Donc ce matin, en tout cas pour cette première heure, on va parler droit pénal, droit électoral, droit du travail et puis aussi un petit peu réglementation de police et services publics avec Maxime Charité. Donc, ce qui était étonnant au visionnage des contributions, c'est qu'en réalité, donc, les contributions se recoupaient assez largement pas sur le fond, mais sur les grands mouvements. Donc, ce qu'on voit très bien, c'est que le droit, en réalité, était assez mal armé, très incomplet, certes face à une situation totalement inédite qui touche donc toutes les branches du droit national, le droit pénal, le droit électoral, le droit du travail. Donc, ce qu'on voit dans vos contributions, c'est qu'il y a des très grands flous juridiques, des vides juridiques qui sont comblés et qui ont dû être comblés parfois de manière très rapide dans l'urgence, ce qui montre en réalité une très grande impréparation qu'on va retrouver dans toutes les branches du droit. Alors, cette impréparation, elle est assez préjudiciable en réalité. C'est ce qui ressort en particulier de la contribution de M. Mayol-Kaufmann, puisqu'il montre assez bien, et en tout cas, il cite un certain nombre d'études qui montrent qu'en se préparant en réalité, le droit aurait pu éviter un certain nombre d'inégalités, en particulier sociales. Alors, le droit se renouvelle très vite, parfois en prenant des cadres un petit peu très connus, notamment donc en droit pénal, et puis aussi donc avec l'instauration de contraventions de quatrième catégorie. Donc, lorsqu'on viole l'assignation à résidence version état d'urgence sanitaire. Et puis, il y a aussi donc en droit du travail l'utilisation du mécanisme de l'activité partielle, qui est un mécanisme que vous connaissez bien. Donc, on prend des mécanismes assez connus, mais en réalité, dans cette stabilité, il ne faut pas trop se tromper. Il y a beaucoup de choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on connaissait auparavant. Donc, c'est ce que montre Raphaël Dalmasso dans sa contribution. C'est-à-dire que l'activité partielle actuelle n'a pas grand-chose à voir avec l'activité partielle telle qu'on la connaissait antérieurement, et puis aussi sur un plan historique. Et David Riccardi montre également les limites, en réalité, de cette contravention de quatrième catégorie, qui n'en est pas une, à bien des égards. Voilà, donc on fait du nouveau, mais du nouveau avec de l'ancien, mais en réalité, on change de logique puisqu'on bascule dans cette logique d'exception pour répondre à une crise exceptionnelle. Donc, ce que moi j'ai trouvé en regardant vos vidéos, c'est que, c'est ce qu'elle montre, c'est que cette crise sanitaire pousse le droit à bout. Et que, on manquait de préparation, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan juridique. Or, cette préparation était importante pour faire face à ce type d'événement et probablement pour y faire face de manière un petit peu plus efficace, semble-t-il. Et juste également, dans le sens équité. Voilà, donc ça ressort de vos contributions et je vous remercie donc pour l'ensemble de ces contributions. Donc merci à David Riccardi, Romain Rambaud, qui ne sera pas avec nous ce matin et qui est excusé, et Maxime Charité, Mayol-Kaufmann et Raphaël Dalmasso. Donc merci beaucoup, puisqu'en réalité, sans vous concerter, vous avez fait quelque chose de très cohérent, il me semble. Chacun
chacun de votre côté. Vos contributions se répondent. Voilà. Alors David, j'avais une question pour lancer le débat. Ensuite, n'hésitez pas bien sûr à prendre la parole. Je ne veux pas monopoliser du tout le débat. Donc j'avais une question sur cette. Donc tu as travaillé sur le droit répressif à l'épreuve de la pandémie, donc le droit pénal, et en particulier donc sur les sanctions pénales qui ont évolué pour venir sanctionner la violation des règlements administrative spéciale et puis maintenant de police administrative de l'urgence d'une certaine manière. Donc, j'avais une question en réalité sur cette, puisque tu as dit que cette contravention de quatrième catégorie n'en était pas une. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer et puis peut-être nous dire en quoi ça pose problème qu'en réalité cette contravention n'en soit pas une, donc la contravention pour méconnaissance, violation du confinement. Oui, merci. Alors peut-être avant ça, une toute petite mise à jour, parce qu'on a un décret du 28 mars là, qui est tombé. Donc, tel que je présentais le dispositif, lors de la première infraction constatée, c'était une contravention de la 4e classe, donc 135 €. Sur le deuxième, 1500 €. Et ensuite, sur la plus de 3 fois en 30 jours, donc avec la 4e, on passait sur un délit. 3 750 € ou 3 500, je ne sais plus, euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Ça a un petit peu changé avec ce décret parce que maintenant, lorsqu'on a une deuxième infraction constatée sur une période de 15 jours, donc on tombe bien en contravention de la 5e classe, mais on n'est plus sur une amende de 1500 €. Le pouvoir réglementaire l'a abaissé à 200 €, ce qui peut paraître un petit peu étonnant, mais ça s'explique par le fait que, faisant cela, il a appliqué le régime de l'amende forfaitaire, y compris à la contravention de la 5e classe. Donc, le quantum de la peine est moins cher, mais ça passe par ce système de l'amende forfaitaire qui est beaucoup plus rapide, qui évite un jugement, etc. Pour répondre à ta question, alors j'ai pas vraiment dit qu'on n'était pas vraiment sur une contravention de la 4e classe. On est sur une contravention de la 4e classe, puis d'une 5e, puis ensuite sur un délit, mais ce qui est un peu, enfin même beaucoup dérogatoire par rapport au droit commun, c'est la répression de la réitération. Normalement, c'est la récidive légale qui s'applique et il faut une infraction définitive pour ça, une condamnation définitive. Or là, sur des périodes de 15 jours puis 30 jours, on voit mal comment on peut avoir une contravention définitive. On me reçoit encore ? Oui. Oui. Je ne sais pas comment on peut avoir une condamnation définitive, parce que d'abord le délai de paiement est de 45 jours et dans ce cas, eh bien, je crois que ça revient sur la 2e, la 3e, la 4e, à sanctionner une 2e fois, une 3e fois des mêmes faits, donc en méconnaissance du principe non bis in idem, ce qui est problématique. Oui, parce qu'en réalité, il y a quand même un problème de régime juridique, manifestement, de ces contraventions, puisque dans le droit commun, une contravention n'est définitive qu'au bout de 45 jours. Donc là, en réalité, on va avoir un délit qui va se constituer sur la base de plusieurs contraventions, alors même qu'aucune d'entre elles, finalement, ne sera définitive. Ouais, en plus, c'est 45 jours si le contrevenant paye. C'est comme en matière de circulation automobile. C'est-à-dire que s'il ne paye pas, il encourt une amende majorée, mais il n'a pas reconnu l'infraction. On n'a rien d'équivalent à une condamnation, et encore moins une condamnation définitive. Donc, pour le coup, là, le régime de la sanction de la réitération pose problème. On est vraiment hors du cadre de la récidive. Récidive qui est tout à fait compatible, un régime qui est compatible avec la règle non bis in idem, mais dans des cas bien précis, enfin à la condition bien précise en tout cas, de cette sanction définitive préalable, ce qui n'est pas le cas ici. Ouais, alors par ailleurs, tu évoquais un problème de conventionnalité ou de constitutionnalité par rapport au principe de l'égalité des délits et des peines, parce que et là, tu rejoins en quelque sorte la contribution de Maxime Charité et puis celle de Maëlle Kaufmann, c'est sur la définition ici
de l'infraction, parce que il y a quand même un gros problème, et on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Alors, tout n'est pas forcément vérifié, mais il y a quand même un gros problème de définition et de verbalisation, puisque il y a apparemment des gens verbalisés pour des motifs de déplacement qui semblent a priori rentrer dans le cadre du décret. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette manière de définir, et est-ce que il n'y a pas quand même un Alors, problème ici sur la définition enfin, qu'est-ce qu'on viole en réalité, quoi, et en faisant quoi? c'est ça, c'est beaucoup trop large. On a quand même des notions vagues, hein. Un motif familial impérieux, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un motif familial impérieux? Qu'est-ce qu'une consultation médicale qui ne peut pas être faite à distance? Alors, si chacun peut bien avoir une idée de ces choses-là, c'est quand même pas si évident. Et c'est des méthodes rédactionnelles qui contrastent vraiment avec la manière dont les incriminations pénales sont rédigées habituellement. Donc là, si on arrive à un procès quand les QPC pourront avoir lieu, enfin d'ailleurs, oui, c'est même pas une QPC parce que c'est un dispositif réglementaire, mais il y aura bien, à mon avis, devant le juge, une question de constitutionnalité qui se posera au regard de la définition de la matérialité des infractions. Mais avant d'arriver à cette phase juridictionnelle, je crois qu'on a un problème quotidien parce qu'effectivement, les agents du contrôle, eh bien, eux aussi doivent faire avec cette incertitude. Et ça peut laisser ouverte la voie à aussi bien beaucoup de magnanimité qu'à beaucoup de sévérité. Ça pose, à mon avis, vraiment, vraiment problème, des deux points de vue. Parce que tu dis dans ta contribution ce qui est juste, hein, et ça, c'est souvent le cas dans le cadre des situations de crise, et en particulier quand elles sont gérées par le droit, c'est que leur fragilité est révélée ex post. C'est-à-dire que c'est une fois qu'il y aura eu une contravention complètement illégale, une interpellation éventuellement très musclée, etc., le juge pourra mettre en évidence qu'il y a un problème de légalité, à la fois peut-être sur la définition de l'infraction elle-même, et puis ensuite sur la manière dont le droit a été mis en œuvre. Mais c'est vrai que c'est une garantie qui apparaît quand même bien faible, hein, par rapport au pouvoir qui est donné actuellement aux forces de l'ordre et à certaines forces de l'ordre. Voilà. Oui, c'est une garantie qui paraît très faible, mais c'est aussi le sens de ma conclusion quand je dis que je n'arrive pas à être trop sévère et que je n'aurais pas fait mieux. C'est qu'effectivement, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire, parce que bon, il faut quand même réprimer ces manquements pour leur garantir un minimum d'effet utile. Et bon, il y a bien des solutions. Si on tient à rigueur juridique absolue au jardin à la française, on pourrait créer une sorte de régime d'exception, une espèce de théorie des circonstances exceptionnelles en droit pénal, mais je crois que le remède serait pire que le mal, parce que ce serait remettre en cause le caractère de droit intangible de la règle non bis in idem, de la règle de la légalité des délits. C'est vraiment vraiment très problématique, à mon avis. Je ne pense pas que le droit pénal puisse s'accommoder de ce type de théorie des circonstances. Il s'en accommode en matière de lutte contre le terrorisme, hein, mais bon, voilà, je pense qu'il serait là, pour le coup, c'est vraiment pas souhaitable que le droit pénal de l'ennemi se diffuse pour gérer des situations de crise lorsqu'elles concernent l'ensemble en plus de la Absolument. de la Alors population. après, on pourrait, comme ça avait été souhaité pour la DOPI, finalement renoncer à des sanctions trop lourdes et aller sur des sanctions sévères, mais beaucoup plus systématiques. Par exemple, une amende de 38 € à chaque fois. Mais ça aussi, c'est gênant parce qu'on imagine quand même le système de surveillance absolument généralisé qu'il faudrait mettre en place pour ça, un agent derrière chaque propriété pratiquement. D'abord, c'est pas possible, et en plus en termes de liberté, ce serait là encore très, très gênant. Donc effectivement,
on voit bien, comme tu le dis, à travers le droit pénal, que le droit n'est pas adapté, surtout à quelque chose d'aussi rapide, qui n'a pas vocation à durer très longtemps, etc. Mais en même temps, comment faire mieux? Là, j'avoue que je suis très modeste sur cette question. Très bien. Bon, merci David. Si j'avais une dernière question, si j'ai le temps, puisque tu évoques la possibilité de sanctions administratives. Alors, tu pensais à quoi comme sanctions administratives éventuellement, plutôt qu'à des sanctions pénales C'était plutôt sur la procédure qui me paraîtrait mieux garantir les libertés, parce que en matière de sanctions administratives, on est habitué à une matérialité de l'infraction définie assez souplement. Mais alors, pour contrer ça, et comme ça se passe en général devant les autorités de régulation, on ne sanctionne pas tout de suite, on met en demeure. La mise en demeure fixe précisément le contenu de l'obligation. Et là, s'il y a un nouveau manquement, on sanctionne. C'est assez intéressant du point de vue des libertés, mais ça s'accommode pas du tout avec le temps extrêmement resserré avec lequel il faut faire ici. Donc, bon, finalement, ce dont on se rend compte en vous écoutant et aussi en écoutant donc, la contribution de Maxime Charité sur les besoins essentiels à la vie, donc que ce soit les besoins essentiels à la vie de la population ou à la vie de la nation, ce qui est un petit peu moins tangible, on va dire, au quotidien. En réalité, on en revient toujours à cette question dans la période qu'on connaît maintenant de crise sanitaire, qu'est-ce qui est ce noyau dur incompressible finalement, ces besoins essentiels sur lesquels on ne peut pas, qu'on ne peut pas limiter d'une manière telle qu'on ruinerait, je sais pas, la condition humaine, y compris en période de confinement. Donc, est-ce que, Maxime Charité, vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre les besoins essentiels donc, à la vie de la population et puis les besoins essentiels à la vie de la nation? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux? Est-ce que les gouvernants traitent ces deux questions d'une manière différente ou pas et pourquoi? Alors, c'est ce que j'avais commencé à souligner dans ma contribution orale, enfin dans ma communication vidéo, c'est que selon moi, la différence essentielle entre les besoins essentiels à la vie des personnes, de la population, et les besoins essentiels à la vie de la nation, c'est la question de comment on peut les déterminer. Et j'ai pu m'apercevoir que les besoins essentiels à la vie de la population, alors, je l'ai dit de manière peut-être un peu provocatrice dans ma communication vidéo, mais en citant le professeur Rousseau, la population existe physiquement, la nation n'existe pas. Tout ça pour dire que la détermination des besoins essentiels, fondamentaux à la vie des êtres humains, elle peut être déterminée de manière relativement objective. Je citais des théories issues des sciences psychologiques, infirmières, et il y a à peu près un consensus généralisé sur ce qui est essentiel aux besoins, enfin, ce qui constitue les besoins essentiels à la vie des êtres humains: respirer, boire, manger, dormir, éliminer. Donc la première différence, elle est là, me semble-t-il, sur la question du contenu, de la détermination du contenu, ces besoins essentiels à la vie de la nation et de la population. Et pour les besoins essentiels à la vie de la nation, si on essaie de s'y intéresser de plus près, alors si on vient regarder ce que vient dire le droit, c'est assez intéressant d'ailleurs, puisque les textes en vigueur en France, que ce soit la Constitution, les lois, les règlements, font assez souvent écho à la vie de la nation, à la continuité de la vie de la nation, mais sans en définir, sans en déterminer les éléments constitutifs. Tout au plus, on peut remarquer, si on va encore une fois consulter les textes applicables, qu'il y a une vie démocratique de la nation, qu'il y a une vie économique et sociale de la nation. Et c'est d'ailleurs au nom de cette vie démocratique qu'a été maintenu le premier tour des élections municipales. C'est quelque chose qui a été invoqué par le Premier ministre notamment.
Et c'est au nom de la continuité économique, enfin, de la vie économique et sociale que le gouvernement a notamment été autorisé par voie d'ordonnance à déroger à certaines règles en matière de droit du travail. Mais je crois que cette méthode, elle est limitée puisqu'il n'est pas possible d'aller plus loin. Alors, tout au plus, on peut déterminer les grandes tranches, les grandes composantes de cette vie de la nation, mais sans en déterminer les éléments constitutifs. Et c'est ce qui a posé problème au ministre de la Santé, qui a été mis en difficulté lors de la séance publique précédant l'adoption de la loi du 23 mars. Alors, certains députés lui ont posé explicitement la question, pouvez-vous dresser une liste des besoins, des métiers, des activités jugées essentielles à la vie de la nation? Il a avoué lui-même qu'il ne le pouvait pas dans l'urgence actuelle, mais qu'il ne le pouvait pas objectivement. Donc, je crois que la différence fondamentale, elle est là, sur la détermination du contenu. D'accord. Et donc, ça revient, bon, si on reprend ces grandes lignes de l'impréparation juridique, et est-ce qu'il n'y a pas aussi, face à de tels événements, et face à de telles notions un petit peu fuyantes, mais bon, en droit, des notions fuyantes, il y en a, c'est pas nécessairement un problème, mais est-ce qu'il n'y a pas, et c'est une vraie question, est-ce que le droit pouvait se préparer? Et est-ce que cette impréparation juridique, elle n'était pas d'une certaine manière inévitable, parce que donc vous avez parlé de droit électoral, donc c'est ce que dit Romain Rambaud dans sa contribution, c'est qu'en réalité, lui, et je trouve que sa conclusion est très intéressante, c'est qu'il milite pour que en période normale, finalement, on prévoit par exemple dans le code électoral et en droit électoral général, qu'on prévoit une disposition de crise. Donc, est-ce que vous pensez que, par exemple, pour ce qui concerne les services publics essentiels, parce que c'est quand même aussi de ça dont il est question, vous l'évoquez dans votre conclusion, est-ce que le droit, est-ce qu'en période normale, il ne faudrait pas réfléchir à la manière dont on pourrait gérer ce type de crise sanitaire, en particulier pour assurer les besoins essentiels à la vie de la population et les besoins essentiels aussi à la vie de la nation? Oui, je souscris tout à fait à votre remarque. Alors, selon moi, l'urgence actuelle rend impossible la détermination objective de ces besoins essentiels. Et on voit dans l'actualité, dans les médias tous les jours, que finalement, devant cette indétermination du contenu et devant l'impossibilité des pouvoirs publics à lister de manière exhaustive les métiers, activités jugées essentielles pour la continuité de la vie du pays, on voit une forme ce que j'ai appelé une forme d'auto-appréciation, c'est-à-dire que ce sont les acteurs concernés qui viennent mettre en avant le caractère indispensable de leur activité pour la vie de la nation. Et s'agissant des services publics, alors même que le Premier ministre avait annoncé que tous les services publics, y compris les services de transport, devaient rester ouverts compte tenu de leur contribution à la vie de la nation, on assiste depuis à ce que j'ai appelé un phénomène de recroquevillement des services publics sur leurs activités essentielles. On l'a vu dans l'hôpital, dans la police, mais c'est à peu près applicable à tous les services publics. Et je pense que oui, cette référence, le fait qu'on martèle ce retour aux besoins essentiels à la vie de la population et de la nation doit donner à réfléchir sur ce qui constitue. Mais je pense que sur ce point-là, il faudrait distinguer, alors c'est plus une piste de réflexion qu'une véritable réponse que je lance, mais il faudrait distinguer les besoins essentiels à la vie de la nation en raison des circonstances sanitaires actuelles de besoins essentiels à la vie de la nation, je dirais par nature, même si c'est une notion qui ne peut pas être naturalisée par définition, mais je crois qu'il y aurait une distinction à faire sur ce point-là. Ce qui est rendu essentiel du fait des circonstances, de ce qui est essentiel en tout état de cause. Mais est-ce que, alors là, moi j'ai une question, c'est est-ce que la crise sanitaire actuelle ne révèle pas ce qui est essentiel en tout état de cause? Parce que on voit bien que là, en tout cas sur le plan à la fois juridique et aussi évidemment politique, et aussi sur le plan des finances publiques, on a une espèce de retour quand même vers des choses dont on se rend compte qu'elles sont absolument essentielles et sur lesquelles on avait progressivement rogné la sphère de cet essentiel qui n'apparaissait peut-être plus tellement essentiel en période normale et qui aujourd'hui
Voilà, comme si la crise permettait enfin de se rendre compte ce qui est vraiment essentiel en période normale. Ah oui, alors ce que j'entendais par rendu essentiel par les circonstances, c'était tout ce qui avait trait à la production de masques et de gel hydroalcoolique, par exemple. Vraiment, je pense qu'il y a des activités particulières comme ça qui sont justifiées par les circonstances. Mais pour l'essentiel, effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait que cette crise nous ramène à ce qu'il y a d'essentiel. Et c'est pour ça aussi que j'évoquais la question de la hiérarchie des droits et libertés. Je pense que c'est un débat qui devra être relancé suite à cette crise et suite à l'ordonnance du Conseil d'État de dimanche dernier. La question de la hiérarchie entre… Alors, même si j'ai essayé de mettre en avant que cette restriction autour d'un noyau dur ne valait que pour les libertés impliquant des rapports interpersonnels. Mais je crois que c'est une question qui devra être posée et un débat qui devra être relancé sur la question de la place du droit à la vie et du droit de la santé de manière plus générale parmi les droits et libertés. Enfin, la question de la hiérarchie des droits et libertés pourra trouver un terrain pour être relancée de ce point de vue-là, à mon sens. D'accord. Bien. Alors, pour faire la transition avec la contribution donc, de Mayol Kaufmann sur les restrictions à la pratique de l'activité physique, donc la question de l'adéquation entre le droit du confinement et la santé publique. Donc là encore, on est sur de l'essentiel ou qu'est-ce qui est essentiel en période de confinement et est-ce que finalement, et là c'est intéressant sur le plan de l'équilibre justement entre très, très globalement les droits et libertés et puis la protection de l'ordre public ici sanitaire. Donc est-ce que finalement la restriction drastique des activités physiques, donc concrètement du sport, au sens assez large, on va le voir, n'est pas contre-productive en période de confinement. Donc, est-ce que Monsieur Kaufmann, vous pouvez nous dire un mot de ces restrictions et là encore, on a bien du mal aussi à savoir les restrictions à l'activité physique, ce qu'elles recouvrent. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça et puis nous dire aussi en quoi on a déjà un certain nombre d'études qui montrent que cette restriction de l'activité physique, elle peut être contre-productive. Oui, bonjour. Merci pour cette question. Alors, en effet, on comprend bien l'objectif des réglementations qui sont d'éviter la propagation du virus. Il se trouve que un certain nombre d'études, et si on réfléchit bien, le bon sens montre que ce qui empêche le virus de se propager, ce n'est pas de rester dans son immeuble. Ce qui l'empêche de se propager, c'est quand les gens sont en contact les uns avec les autres. Et la nuance est pas mince, puisqu'on peut imaginer que quelqu'un sorte de chez lui, aller faire un jogging jusqu'à 2 km de chez lui, dans une zone frange verte. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. C'est 1 km de chez soi. Oui, j'ai dit 2 km justement. On peut imaginer, je suis dans l'hypothétique, on pourrait imaginer, ce qui est actuellement interdit par la réglementation, on pourrait imaginer qu'une personne aille à 2 km de chez elle, donc elle serait en infraction actuellement, et sans absolument rencontrer personne. Donc là, j'ai là sous ma fenêtre les vignobles de Montmélian, dont certains sont à plus d'1 kilomètre de mon domicile. Et alors j'ai des jumelles que j'utilise régulièrement dans la journée. Dans la journée, je ne vois quasiment absolument personne. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une personne à l'hectare. Donc on peut dire que très clairement, il n'y a aucune légitimité à interdire. Là, je regarde actuellement encore à nouveau. Là, je vois absolument personne dans les vignobles. Il n'y a aucune légitimité à interdire l'accès aux vignobles de Montmélian ou aux franges vertes de Montmélian ou de beaucoup de grandes villes. Ça n'a aucun intérêt au point de vue de la propagation, de la limitation de la propagation du virus. Par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les
gens s'attroupaient, et notamment autour des immeubles, et parfois on venait à discuter ou à jouer, et ils restaient à moins de 50 mètres de leur domicile. Donc j'habite dans une zone où il y a 6 immeubles, hein, donc il y a des résidences, on va dire, bourgeoises et des HLM, hein, donc les deux types de résidences. J'ai entendu un monsieur du premier étage de son balcon parler à quelqu'un qui promenait son chien, disant « je vais louer un chien ». D'accord, pour avoir le droit de faire l'activité physique. Donc on voit que la réglementation qui a été mise en place pour restreindre l'activité physique, dans l'objectif d'empêcher la propagation du virus, elle n'est pas très bien ciblée. Et alors, donc j'ai utilisé des outils de modélisation épidémiologique, hein. Donc j'ai utilisé une plateforme de modélisation qui s'appelle Agent-Based Modeling, hein, qui a été construite par des épidémiologistes notamment, hein. Donc c'est la plateforme qui s'appelle Gamma Platform, c'est un logiciel open source très sérieux qu'on peut télécharger et utiliser soi-même, c'est très bien fait. Moi j'ai appliqué mes connaissances en épidémiologie des conflits armés, comment les conflits se diffusent, c'est ma spécialité. Je l'ai appliqué en utilisant ces modèles d'épidémiologistes médecins, et j'ai montré très clairement, donc je montre la vidéo, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue, à gauche une hypothétique, hein, parce qui est actuellement interdite, autorisation de promenade jusqu'à 2 km de chez soi, et à droite une limitation de promenade beaucoup plus ou de jogging beaucoup plus restreinte, et on voit que le virus se propage beaucoup plus vite dans le cas où les gens font la promenade au pied de leur immeuble, parce que potentiellement ils vont rencontrer plus de gens. Il se trouve que dans mes hypothèses, j'ai pris certaines hypothèses qui sont plus restrictives, donc j'ai fait des tests avec limite à 1 km, mais aussi avec limite à 500 mètres, à 125 mètres. Hein. Moi, ce que j'ai pu observer par ma fenêtre, puisque toute la journée, face à mon ordinateur, j'ai une vue sur le parc de la résidence, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en pratique, les gens appliquaient une règle comme s'ils n'avaient pas le droit d'aller à plus de 200 mètres de chez eux. Et pourquoi ils le font? Parce que la semaine dernière, moi je suis allé me promener, j'étais à environ 200 mètres de chez moi, j'ai été arrêté par la gendarmerie qui m'a indiqué que je devais rentrer chez moi, qui m'a dit la prochaine fois on vous verbalise, et on m'a dit vous n'êtes pas en train de pratiquer l'activité physique puisque vous marchez. Hein, la pente était raide, c'était le matin, j'avais mon petit déjeuner dans le ventre, je voulais pas avoir un point de côté, et donc je marchais. Et donc, on m'a dit, la prochaine fois, si vous ne courez pas, on vous verbalise. Le même jour, donc là, je suis en Savoie, le même jour, le préfet l'Isère, donc l'Isère est à quelques petits kilomètres, je suis une commune presque limitrophe, le préfet l'Isère prenait un arrêté disant qu'il était interdit de courir. Donc en Savoie, obligation de courir, en Isère, interdiction de courir. Donc là, il y avait un problème au niveau de l'égalité du droit. Et enfin, un autre élément que le préfet de Savoie a pris une autre décision qui a été plus récente, c'est celle de l'interdiction d'activité en montagne. Hein. Donc, j'ai trouvé par hasard l'arrêté rendu par le préfet de Savoie le 20 mars. Hein. J'en ai fait une photographie. Et je suis allé le chercher. Il était affiché. Le seul endroit où j'ai pu le voir, c'était dans un parc désaffecté, totalement inutilisé de la commune où j'habite. Hein. Par contre, je peux vous garantir qu'à l'entrée des sentiers de randonnée, cet arrêté n'était pas indiqué. Et donc, l'arrêté, dans ses considérants, dit « il est constaté un risque croissant de fréquentation des aires de loisirs, des rives de lacs et de rivières et d'activités de montagne ». Hein, moi, je ne constate pas du tout cette fréquentation. Et le préfet dit qu'il est interdit de pratiquer les activités en montagne pour toute la population, hein, de même que l'accès aux parcs, aires de loisirs, rives des lacs et rivières. On comprend. Alors, c'est pas très clair parce que on dit c'est interdit d'accéder au parc, hein, y compris au parc à 500 mètres de chez soi. Par contre, est-ce qu'on peut accéder aux vignobles? Alors, les vignobles sont de plus en plus en pente. À partir de quelle pente commence la montagne? Hein. Donc évidemment, l'arrêté ne dit pas quelle est la limite de la zone de montagne, et alors qu'on a pu, par exemple, sur les activités en montagne, je me rappelle au refuge de l'APRA, le préfet, en interdisant une zone qui était de protection naturelle, avait publié et
fait afficher sur le terrain des cartes IGN, délimitant très clairement les zones qui étaient interdites. Hein. Donc le préfet sait faire. Là, en l'occurrence, l'interdiction est très floue. Voilà, excusez-moi pour cette réponse un peu longue. J'espère que ça répond partie des questions. Mais ça montre, ça montre très bien. Ça rejoint, je pense, les contributions précédentes, c'est-à-dire qu'il y a quand même un flou qui est très important et donc une grande marge de manœuvre laissée à un certain nombre d'autorités administratives, les maires et les préfets, puisqu'on voit qu'il y a eu des arrêtés de police plus ou moins restrictifs selon les endroits, mais qui posent effectivement des problèmes d'égalité dans l'application du confinement. Et alors, j'avais une dernière question sur un point j'ai trouvé très intéressant de votre contribution sur la question du lien en réalité entre la préparation, c'est quelque chose je crois qui a été mis en évidence par l'OMS, si j'ai bien compris, entre la préparation juridique aux urgences de santé publique et la possibilité donc de réduire ce que vous avez appelé le risque de répartition inéquitable des coûts sociaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça? Comment est-ce que en se préparant mieux sur le plan du droit aux urgences de santé publique, on peut éviter donc cette répartition inéquitable des coûts sociaux. Et moi, quand vous dites répartition inéquitable des coûts sociaux, je pense de manière immédiate déjà aux inégalités territoriales, puisqu'on sait déjà de manière à peu près sûre que, et la police en est vantée en prime, qu'en Seine-Saint-Denis, il y a eu beaucoup plus de verbalisation qu'ailleurs dans d'autres quartiers ou dans d'autres banlieues. Donc, on sait aussi qu'il y a eu un certain nombre d'abus et que, alors après, le problème, c'est la source, parce que ça remonte sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un espèce de blog qui fait un tri sur ces verbalisations et sur des éventuels abus. Mais bon, on ne peut pas être absolument sûr des sources, et ce d'autant qu'apparemment, il y a des faux gendarmes et des faux policiers qui verbalisent. Donc, voilà. Donc, ma question, j'ai été trop longue, c'était sur la préparation juridique donc, aux urgences de santé publique comme facteur pour réduire le risque de répartition inéquitable des coûts sociaux. Oui, alors pour faire un petit peu plus rapide, j'ai mis déjà dans le chat donc la zone de discussion des réponses, notamment les références aux éléments que j'ai mentionnés. Donc la question de la préparation juridique, j'ai mis, je vais pas les rappeler, les 4 critères. Donc c'est le ministère de la Santé américain qui dit voilà se préparer juridiquement. Préparer notre appareil juridique et d'exécution des réglementations avant une crise, ça se fait bien en amont. D'accord. Donc ça, c'est une règle qui a été prise, qui a été notamment tirée des conséquences du SRAS. Il se trouve que moi, je ne suis pas juriste de formation, même si je travaille à la fac de droit. Je ne suis pas épidémiologue, épidémiologiste. À ma connaissance, je suis la seule personne, alors j'espère que je me trompe, mais à ma connaissance, je suis la seule personne en France qui a fait une évaluation avec un modèle épidémiologiste des conséquences juridiques de la législation. S'il y avait un service approprié qui correspond aux 4 critères définis par le ministère de la Santé américain de préparation juridique, alors il y aurait des épidémiologistes au ministère de la Santé qui travaillent main dans la main avec des juristes, toujours au ministère de la Santé, pour régler ces problèmes-là. Ces problèmes-là, en cas de crise, ça prend des jours parce qu'à discuter, ce qu'on est en train de faire actuellement, il aurait fallu que cette discussion elle ait lieu il y a des années. Les articles que je cite datent de 2005, 2003, 2005, 2006. Donc ce concept est loin d'être nouveau. Sur les inégalités sociales dans les conséquences, il est évident que quelqu'un qui a une résidence secondaire à la campagne, lors du premier jour du confinement ou après la résidence du confinement, a pu se déplacer. Moi, je connais quelques personnes qui se sont déplacées d'une grande ville, d'une des 3 grandes villes de France, vers la campagne, dans des zones alpines. Et par contre, les personnes qui ont des ressources modestes ne peuvent pas
évidemment, se déplacer. Donc là, il y a une inégalité. Et d'autre part, je dirais, et là, c'est peut-être un peu plus fort, en fait, comme concept. Souvent, alors je le vois par exemple, une zone que je connais bien, qui est la périphérie de l'agglomération grenobloise, hein, les quartiers les zones les plus chères, les plus résidentielles sont, par exemple, on prend Mélan, Montbonneau, etc. Donc, c'est des zones qui sont un petit peu à l'écart de la ville, pas très loin de la ville, mais qui ont un excellent accès aux franges vertes. Hein, sont des zones, quand on se promenait dans montagne au-dessus, on voit qu'il y a une piscine par villa. Hein, donc, c'est des zones qui sont très riches. Ces gens-là ont un accès à 1 kilomètre de chez eux à de grandes franges vertes où ils peuvent se promener sans rencontrer personne, alors que les gens dans les zones, dans les complexes urbains les plus denses ne peuvent pas faire autre chose que de se promener sous leurs fenêtres. Hein. Moi, ce que le modèle que j'ai utilisé montre, c'est que si les gens qui étaient dans les zones, on va dire, de franges petites bourgeoises avaient la possibilité d'aller dans les franges vertes, alors ils laisseraient de la place dans leurs quartiers peu denses pour les gens qui sont dans les quartiers très denses, qui pourraient se promener dans ces quartiers de moyenne densité. Et au final, ça réduit la propagation du virus, à condition bien sûr de garder les distances de sécurité. On est bien d'accord, hein, que ça soit très très clair. Donc là, il y a, comment dire, non seulement la règle est injuste au niveau social, mais elle atteint pas l'objectif cherché. Enfin, j'aimerais répondre et je terminerai là-dessus avec une des questions qui a été posée sur le recours. Hein. Donc, je crois que Serge Lama a déjà répondu partiellement à la question. Je note dans l'arrêté en question, alors ça c'est intéressant, je ne connaissais pas, il existe un télérecours. Donc peut-être il y a des citoyens qui nous écoutent, qui voudront le faire. Alors je recherche le texte. Voilà, c'est citoyen-recours.fr. Voilà. Donc l'arrêté en question, qui est assez peu diffusé, mais l'arrêté en question cite le site internet du télérecours.fr. Je suis allé là pendant qu'on discutait sur ce site. J'ai pu créer un compte. Hein, je vais pas poser de télérecours, mais la procédure semble assez facile. Voilà. Serge, tu veux dire quelque chose? Oui, non, mais c'est la notification des voies et délais de recours. Mais bon, dans le contexte actuel, Claude Coutas, qui est là, on avait envisagé de contester l'arrêté du préfet d'Isère, parce qu'il interdit toute activité de montagne, randonnée et tout sport de montagne, ce qui est assez radical dans l'Isère, puisqu'on est entouré de montagnes. Mais bon, je pense que dans le contexte actuel, c'est fort probable que le tribunal administratif se réfugie derrière les circonstances exceptionnelles. Il y a pas mal de… Oui, je pense aussi que dans l'interdiction d'un certain nombre de sports, il y a aussi l'idée derrière que ce sont des sports, entre guillemets, où on peut se faire mal. Et donc, on ne va pas aller encombrer les urgences si on a un accident dans la montagne, mobiliser le SAMU, etc. Bon, c'est pareil, moi, je fais de l'équitation beaucoup ici. En principe, bon, voilà, on n'a pas le droit parce qu'on peut tomber, se faire mal, blablabli, blablabla. Bon, voilà. Donc, voilà. En réalité, c'est à cheval, on n'est pas à 1 mètre les uns des autres, hein, on est beaucoup plus loin que ça. Il y a personne, on peut très bien pratiquer sans croiser absolument personne, mais ça reste, c'est interdit parce que, bon, potentiellement dangereux et par ailleurs, à beaucoup plus d'1 kilomètre de chez soi en général, à moins d'avoir son cheval dans son jardin. Voilà. Mais c'est interdit pour des raisons, je pense, aussi de sécurité au sens assez large, quoi. Voilà. Oui, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Donc, moi, je suis moniteur des centres de Kenya au Club alpin français. Je suis membre du Spélo Secours Isère. Donc, je suis assez impliqué dans les activités de secours. On a reçu de la part des différents clubs des instructions très précises et extrêmement sensées, disant, vu les conditions actuelles, ça va être difficile de faire un secours spéléologique en respectant les gestes barrières. Hein, ça me paraît absolument évident.
Donc moi, l'activité, le fait de passer par les clubs, par les fédérations, me paraît une chose qui est extrêmement intéressante et je pense beaucoup plus efficace que certaines des mesures qui ont été prises. Et j'aimerais dire, là, on a un choix entre des mesures qui sont pas toujours adaptées et qui sont très autoritaires, ou bien utiliser tous les relais de la société qui sont, on va dire, une démocratie participative. On aurait pu imaginer que l'exécutif et ses différents relais fassent appel aux associations sportives pour définir quels sont les endroits dans lesquels il y a des pistes, donc des chemins, on va dire, j'allais dire carrossables en 4x4 pour préciser. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller en 4x4, mais ça veut dire qu'on peut se croiser facilement. Ils font plus de 3 mètres de large. Quels sont les endroits où il y a des chemins très très larges, à distance assez faible des lieux de parking par véhicule, sur lequel on peut se promener? Je suis certain que des milliers de bénévoles d'associations auraient été ravis de faire une liste exhaustive de ces endroits où on peut se promener en se croisant très facilement, en respectant les règles de distance entre les personnes. Hein. Donc ça aurait été, je pense, plus efficace que de reprendre à l'ordre des personnes à 200 mètres de chez eux et les inciter à faire le tour de leur immeuble. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions. Stéphanie, peut-être? Ouais, je ne sais pas si j'ai allumé mon micro, ça marche? Si, c'est bon. C'est pas vraiment une question, je voulais juste ajouter un élément sur la discussion qui vient d'avoir lieu sur les arrêtés locaux qui aggravent la mesure de confinement. Moi, j'en ai déjà un petit peu parlé avec Serge, mais j'entends, tu vois, Olga, par exemple, quand tu dis oui, c'est des objectifs diffus de sécurité, c'est pas le moment d'avoir des accidents, etc. Je pense que c'est quand même important d'avoir aussi à l'esprit une lecture un petit peu plus directement politique de toutes ces mesures, et notamment des arrêtés locaux. Il y a certainement cet élément de sécurité qui est un élément classique, mais moi, je suis assez frappée par le fait que ces arrêtés se sont considérablement multipliés à peu près au moment où la question se posait de savoir si le gouvernement devait aggraver la mesure de confinement pour passer à ce qui s'est appelé un confinement total ou pas. Et je pense qu'il y a quand même une fonction disciplinaire très forte de la congruence entre la mesure de confinement national et l'intensification, la multiplication dans tous les sens, c'est-à-dire la marche, la course, 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres, etc. Je pense qu'il y a vraiment une fonction disciplinaire. Alors, cette fonction disciplinaire, je ne le dis pas pour dire « Oh mon Dieu, c'est catastrophique, etc. » Il va de soi, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au fil de la matinée, que les politiques de santé publique ont par définition une dimension disciplinaire. C'est-à-dire qu'on est ici dans un cadre où le collectif a besoin que tous les individus suivent une ligne. Enfin, tout ça n'a pas de sens si en effet il y a une proportion de la population qui ne se soumet pas d'une certaine manière. Donc effectivement, il y a une fonction disciplinaire qui est très importante, qui a sens par rapport à la politique de santé publique. Mais voilà, je voulais juste ajouter cet élément dans la conversation. Non, mais je suis entièrement d'accord. Enfin, c'est sécurité comme justification officielle, hein, bien sûr, parce que effectivement, il y a cette dimension tout à fait disciplinaire avec, on peut dire, même certains maires qui font du zèle, hein, avec les arrêtés à pas sortir à 10 mètres de chez soi, ça devient vraiment ridicule sur le plan de la restriction. Parce que là, c'est ça. Et je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui décompensent actuellement. Donc, il va y avoir aussi, et c'est ce que Maëlle Kaufmann évoquait aussi dans sa contribution, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de maladies psychiatriques. Maëlle Kaufmann évoquait des chocs du stress post-traumatique qui sont liés à ce confinement, qui vont être liés à ce confinement. Et ça fait partie aussi des dommages collatéraux, puisqu'on a dit que les hôpitaux faisaient de l'essentiel. Voilà, bon, ils font de l'essentiel, mais habituellement aussi, ils font de l'essentiel, qu'ils ne font plus maintenant. Donc, il va y avoir des dommages, entre guillemets, collatéraux. Et c'est vrai qu'il y a une fonction disciplinaire très claire, mais je trouve qu'on ressent de manière très pesante. Franchement, et encore, bon, moi je suis exfiltrée
alors pas en province, entre guillemets, mais je suis exfiltrée en dehors de Paris et c'est, je pense, beaucoup moins pesant que ça ne peut l'être dans certains endroits. Alors, je termine quand même sur le droit du travail. Et puis, on reviendra aux questions ensuite, si ça n'ennuie pas la salle virtuelle. Donc, je voudrais qu'on termine sur la contribution de Raphaël Dalmasso, qui est quand même Bon, merci beaucoup pour cette contribution, qui est la seule en droit du travail, puisqu'on a peu réussi à mobiliser les privatistes. Bon, même si je ne sais pas si le droit du travail, c'est vraiment du droit privé. C'est comme le droit pénal, on voit bien que ça… Bon, voilà, les seules contributions qu'on a eues en droit privé, entre guillemets, c'est droit du travail et droit pénal. Ça interroge sur le statut de ces disciplines et sur leur attachement à la section 01 du CNU. Voilà, donc vous avez proposé une contribution très intéressante sur l'activité partielle dans la crise sanitaire actuelle. Un changement de logique, point d'interrogation. Donc, moi, j'avais… Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement pourquoi, selon vous, changement de logique, je pense qu'en réalité, on pourrait enlever le point d'interrogation, parce que vous répondez qu'il y a bien un changement de logique. Donc, ce qui est intéressant et ce qu'on voit bien dans votre contribution, c'est comment, avec un outil vraiment ancien, puisque c'est un outil qui date tel qu'on le connaît aujourd'hui, si j'ai bien compris, des années 60, de 1975, en lien avec le droit du licenciement économique. Comment est-ce que, on fait avec cet outil ancien quelque chose de profondément nouveau dans cette situation inédite de crise? Donc, comment on se sert finalement de quelque chose qu'on avait déjà dans le droit du travail pour faire face à l'impréparation du droit du travail également, si j'ai bien compris votre contribution. Oui, merci. Oui, effectivement, en plus, là, j'aborde un point qui certes du droit du travail privé, mais où il y a un lien avec le droit public important dans la mesure où il y a des autorisations. Alors, je trouvais un tout petit peu par rapport aux autres contributions qui sont intervenues qu'on était un petit peu mieux préparé, je dirais, à la crise peut-être avec l'activité partielle que n'ont pu l'être mes collègues en droit électoral ou en droit pénal, dans le sens où il y a déjà ce dispositif qui existe d'activité partielle et qui a déjà servi beaucoup dans des précédentes crises, et notamment en 2008. C'est un dispositif qui a été très utilisé très, très peu de temps. Donc, je dirais qu'on a été peut-être un petit peu moins pris au dépourvu en droit du travail que dans d'autres matières. Mais par contre, là où ça change, à mon avis, là où il y a vraiment quelque chose qui change, ce sont les faits. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait eu, j'ai retenu les chiffres, je crois que c'était 350 000 maximum personnes en même temps en chômage, alors ce qu'on appelle chômage partiel, l'activité partielle, c'est le chômage partiel, c'est la même chose. Et là, on a sur les chiffres de, je crois, 2,2 millions de salariés en chômage partiel. Donc là, déjà, le droit est obligé de changer par rapport à cette application-là. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça va modifier aussi l'attitude des juristes par rapport à l'activité partielle, parce que finalement, c'est un dispositif qui était très peu étudié par nous, les enseignants et les chercheurs. On a étudié assez peu ce dispositif-là. Les praticiens le connaissaient plus. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on se remette au travail et qu'on l'étudie. Alors, à mon avis, le changement de logique, il est cependant fait par le gouvernement dans la mesure où c'est un changement de logique financière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'en 2020, il y avait quand même une répartition des frais de l'activité partielle, parce que ça coûte cher, à savoir que l'État participait un peu, l'UNEDIC aussi, mais l'employeur participait aussi. Et là, alors je fais une petite actualisation par rapport à ma contribution, parce que je l'ai enregistré très tôt, je l'ai enregistré mardi dernier. Et il y a donc le décret qui est sorti le 25 mars, le décret numéro 2020-325, qui date du 25 mars, qui reprend globalement ce que j'ai dit dans la contribution. Donc ça va, je ne m'étais pas trompé. Et il y a également une ordonnance qui est sortie le 27 mars, qui est au JO du 28 mars. Donc le décret, effectivement, confirme le fait que l'employeur se verra intégralement rembourser des sommes qu'il va verser aux salariés jusqu'à 4,5 SMIC. Donc, ce qui est quand même énorme. Voilà. Donc, dans l'immense majorité des salariés qui vont se retrouver en activité partielle, eh bien, pour l'employeur, il y aura zéro reste à charge. Toutes les sommes qu'il va verser aux salariés seront remboursées jusqu'à 4,5 SMIC par les employeurs.
Et donc, il y a un enjeu financier qui est énorme et moi, qui me semble quand même poser problème parce que ça n'a pas du tout été discuté. Finalement, ça va coûter un argent énorme sans que finalement il y ait du débat à l'Assemblée nationale sur ce principe-là. C'est en ça que je pense qu'il y a un changement de logique dans le sens où l'activité partielle, là, avec cette prise en charge massive, elle me semble être devenue beaucoup plus protectrice des employeurs que des salariés. D'accord. Donc, on aurait un changement de logique qui viserait à protéger donc les entreprises et pas les salariés. Alors justement, est-ce que quand même, et c'est là où on se rend compte notamment, j'ai vu ça, il y a la question de la reprise de l'activité dans les secteurs de l'automobile, notamment dans des usines qui fabriquent des moteurs diesel, donc activité ô combien essentielle aux besoins de la nation. Ce qui me fait personnellement me dire qu'on n'a pas totalement compris un certain nombre de choses, mais enfin bon, ça c'est une remarque personnelle, mais simplement, et on voit donc en fait, j'ai l'impression que le gouvernement s'est rendu compte que ça protégeait quand même aussi les salariés, puisque ceux qui sont en activité partielle ne se rendent pas quand même sur les lieux de travail et donc peuvent être réellement confinés, et que le gouvernement a fait en quelque sorte un peu marche arrière. Bon, déjà parce qu'il s'est rendu compte que ça allait lui coûter entre guillemets un pognon de dingue, et ensuite parce que il s'est rendu compte aussi, je pense, enfin, en tout cas à mon sens, je pense que quand même s'il y a un changement de logique, et ça j'ai bien compris, je trouve que quand même c'était quelque chose qui protégeait quand même les salariés. Et on s'en rend compte là avec cette question de cette actualité de reprise d'activité, puisqu'il y a des salariés qui ne veulent pas retourner travailler parce qu'ils considèrent que les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas remplies et que, et vraisemblablement, ils vont exercer leur droit de retrait. Donc, changement de logique, oui, mais en réalité, est-ce que il n'y a pas eu un espèce de retournement un peu factuel, si on veut, de la situation qui fait que finalement, ça protégeait les salariés et donc maintenant, on voudrait bien qu'il y ait moins d'activités partielles. Oui, vous avez raison, j'ai certainement forcé le trait un petit peu parce que le principe est quand même que l'activité partielle suspend le contrat de travail et que donc le salarié est dispensé d'aller sur son lieu de travail, donc il peut se confiner chez lui et se protéger. Donc là, il y a effectivement une protection par rapport à ce risque sanitaire et puis également une protection par rapport à son contrat de travail qui demeure, à savoir que le contrat de travail est suspendu et donc du coup, il n'y a pas de licenciement. Il y a même une interdiction de licenciement économique pendant cette période d'activité partielle. Donc on garde effectivement ce pourquoi l'activité partielle a été conçue, à savoir de suspendre le contrat de travail. Et là, vous avez raison qu'il y a une double protection du salarié, à la fois protection de son contrat et protection peut-être de son intégrité physique en n'allant pas travailler. Et d'ailleurs, beaucoup d'employeurs, moi j'ai trouvé très intéressante la réaction du secteur du bâtiment et des travaux publics dans cette histoire, parce que Madame Pénicaud a fait une sorte de volte-face la semaine dernière, enfin même celle d'avant, je crois, c'est il y a déjà une dizaine de jours, lorsqu'elle a parlé de défaitisme des entreprises du bâtiment et des travaux publics en disant voilà, il faut recommencer les chantiers. Il n'y a pas de raison que ces entreprises-là se mettent en activité partielle. Il y a quand même pas mal d'employeurs du secteur du BTP qui ont posté des vidéos, même qui ont dit nous, pour nous, il est hors de question, on est dans l'incapacité d'assurer la protection sanitaire des salariés parce que même Mme Pénicaud avait dit s'ils n'arrivent pas à porter des charges à deux, ils ont qu'à prendre des brouettes électriques. Elle a pris cet exemple-là. Et donc, il y a eu énormément d'employeurs qui ont réagi pour dire mais c'est impossible. Enfin, voilà, ces personnes-là n'ont jamais été sur un chantier. Enfin, donc, il y a eu des réactions assez vives des employeurs. C'est ça qui m'a semblé intéressant en disant voilà, de toute façon, pour nous, l'activité partielle, qui a repris totalement votre argumentation, en disant voilà, il y en a même un qui a dit je préfère le tribunal de commerce au tribunal correctionnel. De dire voilà, si jamais on ne m'accorde pas l'activité partielle, je laisse quand même les salariés ne pas travailler, quitte à les payer, et je préfère faire faillite plutôt que de me retrouver devant un tribunal correctionnel. Donc là, je pense que beaucoup d'employeurs également ont conscience de ça. Alors ensuite, le problème, c'est qu'il va y avoir quand même des tensions économiques, et on le voit dans le secteur automobile que vous signalez. Pour l'instant, les usines sont à l'arrêt, mais on voit déjà, je crois que c'est PSA qui anticipe un retour de l'activité parce que voilà, chaque jour où l'usine est fermée, ce sont des pertes énormes. Ça cible, je pense, en millions
d'euros chaque jour, donc par usine. Donc je pense qu'il va y avoir des pressions à l'avenir. Là, je pense dans les 15 jours, 3 prochaines semaines, il y aura de plus en plus de pression pour remettre en marche les usines. Bien. Et alors, bon, j'avais une dernière question et puis on laissera la parole à la salle virtuelle. C'est, est-ce que, bon, au-delà de cette question de l'activité partielle, est-ce que vous pourriez, enfin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les modifications un peu plus générales, bon, du droit du travail, donc notamment peut-être sur la question des congés payés obligatoires, sur le fait, enfin, sur les dérogations aux 35 heures, etc. Est-ce que vous avez dû choisir ou peut-être pas, hein, oui, je crois que je pourrais faire un colloque entier là-dessus, en fait. Mais manque de travaillistes. C'est vrai que un colloque de travaillistes, on y pense d'ailleurs à l'Université de Lorraine à organiser ça, à vous copier un petit peu sur votre méthode, parce que c'est vrai que ça permet de. Donc on va peut-être se faire un colloque de travaillistes là-dessus, parce que c'est vrai que là, ce qui était quand même un petit peu surprenant, moi je ne m'y attendais pas, c'est qu'effectivement, il y a eu énormément de choses qui ont été modifiées sur le temps de travail, sur le rôle du comité social et économique, sur les élections d'entreprise, ce qui est logique parce qu'il y a un certain nombre d'élections qui ne peuvent pas avoir lieu du fait du confinement. Enfin, voilà, le confinement modifie énormément l'aspect du code du travail, certains logiques, type les élections. Et là où il y a eu peut-être des mauvaises surprises, effectivement, c'est sur le temps de travail, sur les congés. Alors, il faudrait revoir bien les textes. Moi, j'avoue que je n'ai pas assez le temps de les travailler. Mais je me pose quand même la question de l'effectivité de ces changements parce que dans la mesure où c'est des normes dérogatoires qui dérogent, il faut quand même en général un accord d'entreprise ou une convention collective qui autorise ces dérogations. Donc, je ne sais pas si en pratique ça va pouvoir être aussi facile que ça de déroger sur le temps de travail ou sur les congés. Donc là, il faudrait que j'approfondisse cette question. Là, je ne l'ai pas assez approfondie pour pouvoir plus me positionner. Bien, merci beaucoup. Alors, on a quelques minutes, je pense, si jamais la salle levez la main pour prendre la parole. Levez la main en bas à droite s'il y a des questions. Est-ce qu'il y avait Xavier tout à l'heure? Vous voulez poser une question, non? Xavier Dupré? Xavier, tu es toujours là? Je ne sais pas où il est. Non, il n'est peut-être pas là, je ne sais pas. S'il y a pas, je regarde dans le chat. Je le vois, ouais. Là, il ne veut pas parler. Il y a Raphaël Kempf, peut-être. Je crois qu'il Allô, David Riccardi. Voilà. Tu peux mettre ta vidéo, Raphaël? J'avoue, je préfère pas. T'es en pyjama? Non, mais écoute, bonjour à tous, merci. J'ai entendu l'intervention de David Riccardi sur YouTube, mais pas ce matin, que j'ai trouvé très intéressante parce que ça pourrait être la base de QPC et de moyens de défense devant le tribunal correctionnel. Alors, je vous informe que cet après-midi, il y aura 2 comparutions immédiates à Bobigny pour le délit de violation réitérée du confinement. Voilà, alors, ce n'est pas moi qui interviens, je ne sais pas qui sont les avocats qui interviennent, mais je pense que ce soir ou demain, on devrait avoir des informations sur ce que ça aura donné devant un tribunal. Alors moi, j'avais une petite question pour David Riccardi. Je ne sais pas s'il est là encore. Il est là, oui. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, alors j'étais très intéressé par ce que vous avez dit. Alors moi, j'ai remarqué que sur la question de la notion de récidive, j'ai remarqué que le texte du délit, l'article L3136-1, n'emploie pas le terme de récidive au sens strict. Mais donc, je me demandais néanmoins si on pouvait appliquer le raisonnement que vous proposez, notamment sur l'impossibilité de la récidive pour les contraventions des 4 premières classes, pour critiquer l'application de ce délit. Et ma deuxième question, c'est une question plus générale, je ne sais pas, mais si vous aviez des remarques à faire sur l'ordonnance en matière de procédure pénale et sur ce que ça vous inspirait. Oui, merci. Alors sur le premier point, effectivement, il y a le gouvernement et ensuite l'Assemblée, parce que le texte a été travaillé en commun, en l'occurrence, à la suite du dépôt de l'amendement, se sont bien gardés d'employer le terme de récidive, à mon avis, parce que précisément, il manque une condition essentielle à la récidive. C'est le premier terme qui correspond à une condamnation définitive.
Et justement, non, je ne pense pas que ça remette en cause le raisonnement, bien au contraire, c'est bien parce qu'il ne s'agit pas de récidive, c'est bien parce qu'on n'a pas de première condamnation que le dispositif pose problème à mon sens. Alors ensuite, sur l'ordonnance relative à la procédure pénale, je n'ai fait que la survoler. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait rien concernant spécifiquement la répression des infractions commises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, mais d'une manière plus globale, je n'ai pas d'observation, étant précisé que, étonnamment, je ne suis pas pénaliste. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup. Juste un mot très rapidement parce que cette ordonnance en matière de procédure pénale a soulevé chez les avocats pénalistes, on va dire, des haut le cœur et a été extrêmement critiquée, et notamment sur cette possibilité qui est très discutée sur le plan juridique de savoir si le juge des libertés et de la détention pouvait automatiquement prolonger d'une durée de 2 à 6 mois la détention provisoire des personnes mises en examen. Et c'est vrai que pour votre information, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais la semaine dernière, certains de mes confrères et consoeurs ont eu leurs premières ordonnances de prolongation automatique de plein droit de la détention provisoire de leurs clients sans qu'ils aient besoin sans qu'ils ne puissent faire des observations lors d'un débat contradictoire devant le juge des libertés de la détention. Et ça a créé une très très vive émotion chez les avocats et chez nos clients aussi, parce qu'on avait l'impression que tout d'un coup on ne pouvait plus, on n'avait plus droit à la parole. Et enfin voilà, donc ça a été très critiqué. Je crois que le SAF et le SM feront un recours devant le Conseil d'État contre l'ordonnance, et je pense qu'on devra avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine, enfin je l'espère. Je confirme pour le recours. Ouais. D'accord, merci. Il y aura aussi un recours sur l'ordonnance justice administrative d'ailleurs, qui est prévu en droit des étrangers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on fait une petite pause Est-ce que vous laissez ton poste, Frédéric? Qu'est-ce que tu en penses? Tu te sens... Comment? Tu veux enchaîner Non, mais par contre, je peux juste m'assurer que tous les gens du prochain panel sont là. Oui.